Bien, dans cette vidéo, on va essayer de montrer que le condensateur est bien un système purement électrique, même en régime variable où des champs magnétiques peuvent apparaître. Alors, on va considérer un condensateur qui est en fait un condensateur, on peut considérer deux plaques cylindriques. Enfin, il y aurait en fait deux plaques cylindriques qui seraient les limites du condensateur, qui sont symbolisées comme ceci dans une coupe. Donc on va supposer qu'il y a une plaque qui a une R qui vaut S qui vaut pi à carré, donc de rayon A, et ici le rayon A, et que l'espacement entre les plaques vaut Z égale 2A. Voilà donc pour l'idée. Et on suppose que pour l'instant, donc dans ce condensateur, on va supposer que l'excitation est variable, donc on suppose que entre les plaques règne un champ électrique sinusoïdal qui dépend de T et qui est indiqué ici. Alors cette source de champ électrique, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, elle va engendrer la présence d'un champ magnétique qui sera lui orthoradial, comme on va le voir. Voilà. Donc disons que dans ce cas-là, la symétrie des sources étant selon UZ, le champ, donc un plan méridien est un plan de symétrie des sources qui seront ici le champ électrique. Donc le champ magnétique lui sera orthogonal et sera donc dirigé selon Uθ. Voilà. Et donc l'objectif dans un premier temps, donc dans ce condensateur où règne un champ électrique variable, ça va être de déterminer le champ magnétique. Alors le premier point pour exprimer ceci, c'est de se rappeler l'équation qui généralement lie le champ magnétique au champ électrique. C'est bien sûr l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale mu0J, le courant électrique, plus epsilon 0 d rond E sur d rond T. Voilà. Et alors, le point important, bien sûr, le point important ici, c'est qu'on va, cette expression est une relation locale qui s'exprime en tout point M de l'espace dans le condensateur, la zone qui nous intéresse, et bien évidemment, entre les plaques du condensateur, le vecteur courant J, entre les plaques du condensateur, le vecteur courant est forcément nul, car entre les plaques du condensateur, vous avez soit le vide, soit un isolant, mais les charges électriques ne doivent pas circuler entre les plaques du condensateur, car sinon les plaques se déchargent. D'accord, même en supposant que vous avez isolé votre condensateur. Donc en fait, bien évidemment que le vecteur courant entre les plaques, en tout point M entre les plaques, est nécessairement nul, et dans ce cas-là, l'expression devient mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T, ou si l'on préfère 1 sur C carré d rond E sur d rond T. Voilà. Et donc c'est cette expression qu'on va utiliser pour essayer de trouver le champ magnétique. Alors l'idée en fait c'est de reprendre la méthode du théorème d'Ampère, mais maintenant avec le terme complémentaire. Donc, ce qui montre bien que le théorème d'Ampère ne se limite pas forcément au simple terme en mu0 I les courants enlacés, mais dans le cas général, c'est-à-dire hors R, vous pouvez potentiellement avoir ce terme-là qui peut entrer en jeu. Voilà. Et donc on va commencer le calcul. Donc l'idée, c'est assez logique, on a un champ magnétique qui est orthoradial, donc l'idée pour le théorème d'Ampère, c'est de choisir un contour C sur lequel le champ magnétique aura une norme qui sera uniforme et telle que la direction du champ magnétique soit celle donnée localement par le contour pour un calcul plus élémentaire. Donc de façon assez élémentaire, on va appliquer un théorème de Stokes pour retrouver une forme généralisée du théorème d'Ampère, mais on va le faire sur un contour qui est ce contour C qui est ici, d'accord, et vu que le contour C tourne dans ce sens-là, ça génère bien sûr un vecteur surface ds qui est dirigé comme ceci. Voilà. Et donc maintenant j'applique le théorème de Stokes qui va nous dire que l'intégrale le long du contour C, c'est-à-dire la circulation de B scalaire dl, c'est égal à l'intégrale double sur la surface sigma. Donc sigma en fait c'est la surface, on prend toute surface qui s'appuie sur le disque, mais il sera plus simple de choisir directement la surface du disque. Intégrale double sur sigma de rotationnel de B scalaire ds, et en fait
si je remplace par la formule qui est là, ça fait 1 sur c carré. Alors notez ici que le champ magnétique est uniforme, d'accord, il dépend du temps mais il est uniforme, et que le champ magnétique est orienté selon UZ comme le vecteur ds. Donc en fait vous aurez simplement des rangs EZ sur des rangs T fois la surface qui vaut pi a carré. D'accord, et ici donc 1 sur c carré, si je reprends l'expression du champ électrique au-dessus, ça fait moins oméga E0 sinus oméga t fois pi a carré. Voilà, bon, bien sûr, il faut faire attention si ce terme-là n'est pas uniforme pour l'intégrale, mais ici ce n'est pas le cas. Et pour la circulation, ben, dans ce cas-là, c'est extrêmement élémentaire, parce que vu que le champ magnétique est selon Uθ, le Uθ scalaire dl Uθ fait simplement Bθ fois dl. Bon, on peut tout écrire si on veut, mais ça fait l'intégrale des B scalaire dl, ce qui fait en fait intégrale sur le contour fermé de Bθ de R et de C d de L. Vu que le contour est un cercle centré sur l'origine, on est à R fixé, et ça fait donc, on peut donc sortir le B qui fait Bθ de R, et il nous reste le périmètre d'un cercle qui vaut bien sûr 2 pi. Excusez-moi, là j'ai fait une coquille juste avant, je vais corriger. Voilà, c'est que bien évidemment l'aire du disque, d'accord, se limite à un rayon R quelconque. J'ai peut-être toujours dû le préciser, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Mais ici, bien sûr, je suppose pour l'instant un cercle de rayon R quelconque. Donc bien sûr ici c'est pi R carré et ici c'est pi R carré. Je ne prends pas forcément le cercle qui correspond au périmètre des plaques du condensateur. Je prends n'importe quel, je veux n'importe quel point M au sein du condensateur, donc ou bien que je prenne un rayon R quelconque. Voilà. Donc ceci étant corrigé, il me reste simplement à simplifier. Donc il y a un pi ici qui va simplifier avec le pi qui est là, il y a un R qui est là qui simplifie avec le R qui est là. Et finalement, tout calcul fait, on arrive pour l'expression du champ magnétique dans l'espace au sein du condensateur, d'accord, à moins E0 R oméga sinus oméga t sur 2c carré, et il y a le Eθ quand Uθ, je crois que j'ai plutôt appelé U que E, Uθ, comme ceci. Voilà pour le résultat. Donc ça c'est l'expression du champ magnétique. Alors bien évidemment on peut vérifier rapidement que R oméga sera dimensionné à une vitesse, à une longueur, l'inverse d'un temps. C c'est une célérité, donc forcément R oméga se simplifie en termes de dimension avec l'un des C, et on retrouve qu'un champ électrique sur une vitesse c'est bien homogène à un champ magnétique. Toujours dans ce genre de calcul où on peut toujours oublier un terme, bien penser à vérifier l'homogénéité. Donc le champ magnétique est orthoradial, et le passage du cosinus au sinus vient juste de l'opération de dérivée. Voilà, alors maintenant la question qu'on va se poser, on peut être un peu surpris parce que lorsque vous avez fait des TP, par exemple, avec des condensateurs, bon c'est arrivé régulièrement, vous n'avez jamais considéré un aspect électrique pour un condensateur. Vous avez toujours supposé que l'énergie électrique qui était dans votre condensateur, vous disiez que c'était 1/2 de Cu carré. Vous considériez l'énergie électrique du condensateur. Et le problème, c'est que s'il y a un champ magnétique, normalement, il y a une énergie magnétique associée. Voilà, donc on peut se poser la question de savoir, en fait, pourquoi a-t-on toujours pu négliger le champ magnétique au sein du condensateur lorsqu'on était en TP et considérer un système purement électrique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant, on va comparer l'importance des énergies électriques et des énergies magnétiques. Alors on va commencer par le calcul le plus simple, c'est l'énergie électrique moyenne. Donc pour calculer l'énergie électrique en moyenne dans le condensateur, il suffit tout simplement de calculer l'intégrale triple, étendue, donc je vais calculer dans le condensateur, donc je vais limiter à l'espace du condensateur. Bon, pour le coup, le champ électrique est canalisé, donc en fait, cette énergie est exactement celle-ci. Et donc, en fait, il nous suffit simplement de considérer donc epsilon 0, E carré sur 2, d de V, et ça, il faudra le prendre en moyenne dans le temps. Alors, le champ électrique dans le condensateur est uniforme, donc on peut simplement faire la densité volumique d'énergie fois le volume, ce qui fait donc epsilon 0, E0 carré, cos carré oméga t sur 2,
fois le volume, qui sera donc alors l'air qui vaut en fait pi a carré, ça c'est l'air du disque, et d'une des plaques, et il y a 2A de hauteur, vu qu'on va de moins A à A, donc ce qui simplifie le 2, et finalement pour la densité d'énergie électrique, sauf erreur, on doit arriver... Ah oui, excusez-moi, il faut reprendre la moyenne, donc là les deux vont simplifier, mais quand on fait la moyenne temporelle, la moyenne du cos carré fait 1,5, et finalement, on arrive finalement à epsilon 0, E0 carré, sur 2, qui vient de la moyenne, fois pi a au cube. Important, bon après le quotient numérique, vous pourrez vérifier que je n'ai pas fait de faute de calcul, mais l'important c'est que on ait bien le produit d'une densité volumique d'énergie électrique fois un volume à un coefficient numérique près. Voilà, alors maintenant on s'attaque au calcul de l'énergie magnétique dans la boîte, et donc on va essayer de calculer, calculer par cette étape-là. Donc pour l'énergie magnétique, ce que je vais devoir faire, c'est calculer. Donc je vais commencer peut-être par la densité, enfin l'énergie magnétique, après je prendrai la moyenne, donc je vais faire l'intégrale triple, donc je dois aller de z égale moins a à a, de θ égale 0 jusqu'à 2pi, de r égale 0 jusqu'à a, des b carré, sur 2 mu 0, la densité volumique d'énergie magnétique fois le volume. Donc B ne dépendant pas de Z, l'intégrale sur Z est directe, donc ça fait 2A pour l'intégrale sur Z, fois l'intégrale de θ égale 0 jusqu'à 2pi, fois l'intégrale de R égale 0 jusqu'à A. Je reprends l'expression de B écrite au-dessus, c'est-à-dire E0 carré, enfin, prise au carré, donc j'ai 1 sur 2 mu 0 que je vais écrire ici. Ensuite j'ai le E0 carré, j'ai un R carré, j'ai un oméga carré, j'ai un 2c carré qui fait un 4c4, d'accord, si on oublie pas le terme, et le sinus qui passe au carré, et l'élément, alors j'ai sorti le dz déjà, donc j'ai intégré déjà sur z, donc j'ai plus le dz, mais il me reste un dr fois r dθ. Voilà. Et donc maintenant, ce qui me reste à faire, bon, c'est de regarder, donc je vais sortir tout ce que je peux sortir, j'ai le 2a que je peux sortir, j'ai les 2 mu 0 que je peux sortir, j'ai le 1 sur 4c4 que je peux sortir, E0 carré, oméga carré, sinus carré oméga t. Je peux intégrer sur θ directement, donc ce qui fera un 2pi, d'accord, donc l'intégrale sur θ est directe. Et ce qui reste à faire, donc maintenant sur R, 0 à A, et donc il nous reste un R carré qui est là, un R qui est là, donc ça va faire un R3 D3, ce qui fera du A4 sur 4, d'accord, quand on effectue le calcul. Donc une fois qu'on est ici, si on regroupe, on regroupe rapidement les termes, on arrive sans trop de difficultés. Donc vous voyez, les deux là vont simplifier, ici et là. Ensuite je peux regrouper, j'ai le 4 qui est ici, le 4 qui est là et un 2 qui est là, donc il va rester un 8. Au numérateur, je vois apparaître du E0 carré, oméga carré, sinus carré, oméga t, là j'ai un 8, d'accord. Il y a le C4 qui est toujours ici, donc je dois recopier un C4, 1 sur C4, et il me reste un pi A, et puis donc A4. Voilà, donc normalement, en vérifiant, mais je pense qu'on ne doit pas être trop loin du coup. Alors maintenant il reste à prendre la moyenne, donc maintenant simplement, et si je prends la moyenne, eh bien en fait simplement, bon, je peux casser rapidement, A mu 0 fois E0 carré, oméga carré, et simplement la moyenne du sinus carré fait 1,5, donc on obtient 16, C4 fois pi A puissance 4. Alors l'intérêt ici, une fois qu'on arrive là, c'est de comparer au terme précédent. Donc on va essayer de faire apparaître le terme précédent, puis il y aura sûrement un petit complément. Alors la petite astuce peut-être pour faire apparaître le terme précédent, c'est de se rappeler que 1 sur c carré, c'est mu 0 epsilon 0. Donc en faisant ceci, vous voyez le c4, je vais le décomposer en c2 fois c2, et je vais remplacer un des c2 par mu 0 epsilon 0, ce qui fera disparaître le mu 0, et faisant apparaître mon epsilon 0, 0. Donc finalement, si je fais cette opération-là, eh bien,
Donc si je mène ce calcul là, donc il va me rester donc le E0 carré. Voilà. Il me restera toujours pour l'instant le facteur 16. Il me restera également, donc en fait là je vais faire apparaître un epsilon 0. Le mu0 disparaît. Il me reste toujours ce oméga carré. Il me reste toujours ce pi ici. Et simplement je peux mettre les a ensemble, ce qui fait un a puissance 5 pour l'instant. D'accord. Et il me reste, par contre, faut pas que j'oublie que j'avais un C4, et en fait, j'en ai remplacé que C carré, donc il me reste un C carré ici. Donc maintenant, si je reprends une expression encore un petit peu différente, je fais donc maintenant apparaître le terme qui est ici, donc le epsilon 0, E0 carré sur 2 fois pi à 3. Donc, epsilon 0, E0 carré sur 2 fois pi a à la puissance 3. D'accord, donc lui, c'est bon, lui, c'est bon. Il faut que je pense à mettre un 8 de côté parce que là, en fait, j'avais 16. D'accord, le pi, je l'ai pris. À 3, j'en ai pris 3, donc il m'en reste 2. D'accord, et donc, normalement, il va me rester, donc, comme je vous dis, il me restera donc un a puissance 2. D'accord, a puissance 5, là, j'ai repéré que a puissance 3. Il me reste le oméga carré. Et il me reste un 8 sur c carré. Et donc ça vaut la moyenne de l'énergie électrique fois A carré sur oméga carré sur 8C carré. Alors déjà, une fois qu'on a été ici, donc sauf un petit éventuellement coefficient numérique près que je vous laisse vérifier, mais on voit déjà que l'énergie magnétique, d'accord, c'est bien homogène à une énergie électrique, et ce terme-là, vous avez une longueur A, donc en termes de dimension, d'accord. Le terme qui est ici, ça va faire au numérateur du L t-1 au carré, et une célérité, c'est bien une longueur également sur un temps. Donc vous voyez, du point de vue des dimensions, ce terme-là est bien sans dimension. Donc on voit qu'on n'a pas fait d'erreur majeure. Il peut y avoir un petit coefficient, je vous laisse vérifier, bon, je ne peux pas vous garantir le 8, mais vraiment ça doit ressembler à ça. Mais en tout cas, voilà, déjà, si vous faites comme ça, bon, ça parle déjà un peu plus. Alors maintenant, l'objectif, c'est de comparer ce terme-là par rapport à l'autre. Alors, l'idée, bon, c'est de faire apparaître la longueur d'onde, qui paraît assez pertinente, donc on a une longueur ici, donc on va écrire ça un tout petit peu différemment. Le A, donc le A carré, oméga carré sur 8C carré. Vous pouvez noter, bon, simplement, je vais faire apparaître la fréquence, ça va être un tout petit peu plus simple. Donc j'aurai A carré fois 4 pi carré F carré, d'accord, 2 pi F pour la pulsation, sur 8 C carré. On se rappelle que lambda, c'est C sur F, d'accord. Donc finalement, je fais apparaître 1 sur lambda carré au dénominateur, et ça me fait A sur lambda au carré, fois pi carré sur 2. Voilà. Et donc finalement, j'arrive au résultat que l'énergie magnétique en moyenne dans la boîte, c'est l'énergie électrique dans la boîte fois A lambda carré fois pi carré sur 2. Alors, et bon, c'est là que ça devient assez satisfaisant parce que maintenant, plaçons-nous, maintenant si on revient sur le début, on sait que normalement, alors qu'est-ce qui a créé le champ magnétique? Pourquoi il y a un champ magnétique? C'est que vous avez tenu compte de ce terme-là dans l'équation de Maxwell-Ampère. Mais ce terme-là de l'équation de Maxwell-Ampère, vous le considérez normalement uniquement hors ARQS. On avait vu que dans les RQS magnétiques, on ne prenait pas en compte ce terme-là. Alors, est-ce que c'est cohérent avec la suite? Eh bien, regardez maintenant, remettons-nous en ARQS. Normalement, en ARQS, si on était en ARQS, donc maintenant je vais faire en vert si vous voulez, si je me place en ARQS, ce terme-là ne devrait pas exister et donc le champ magnétique devrait être nul. Alors maintenant, je regarde hors en ARQS. Bien, en ARQS, je sais bien que par définition, la taille de mon système qui est A, hein, rappelez-vous, la taille caractéristique c'est A, on peut toujours discuter sur un facteur 2, mais vous avez des plaques de rayon A et une distance entre les plaques qui vaut 2A, donc un facteur numérique près sans importance, la taille caractéristique de votre système c'est A.
Et on sait qu'en ARQS, la taille de votre système doit être très petite devant la longueur d'onde. Donc, tant que vous êtes en ARQS, eh bien, l'énergie magnétique est très très petite devant l'énergie électrique. D'accord? Donc, on confirme bien que dans le cadre de l'ARQS, le condensateur est un système qui est purement électrique. Donc, le condensateur est purement électrique. Et on peut négliger l'aspect magnétique. On peut donner quelques valeurs numériques rapides, donc si on fait quelques estimations. Imaginons un condensateur, bon, même prenons un condensateur qui aurait une taille caractéristique A qui serait de l'ordre du centimètre, par exemple. La longueur d'onde, supposons qu'on est par exemple à 1 kHz, qui est une fréquence assez habituelle dans le cas des TP. Et donc ça vous fera une longueur d'onde lambda qui serait 3 fois 10 puissance 8 et sur 10 puissance 3. Donc on aurait 3 fois 10 puissance 5 mètres. D'accord? Donc vous voyez que vous avez un rapport ici de, alors on est sur 10 moins 2, et là on est sur du 3 10 puissance 5, donc on a un rapport ici qui sera en 10 moins 7, d'accord, pour le rapport là, et donc pris au carré, bon, vous voyez tout à fait que on a un rapport, ce facteur-là est vraiment sans importance, on a un facteur qui est de l'ordre de 10 moins 14, d'accord, si j'ai pas fait d'erreur, mais ça doit être ça, d'accord, 300 km pour la longueur d'onde et quelques centimètres au plus pour le condensateur. Donc on voit que l'approximation, vous voyez, on est sur moins qu'un milliardième, même moins qu'un dixième, un 10 millième de milliardième. Donc on peut tout à fait négliger cet aspect-là. Donc ça montre bien que le condensateur, tant qu'on reste dans les RQS, est un système purement électrique. Alors bien évidemment, si vous allez à très haute fréquence, si vous augmentez la fréquence et que la longueur d'onde diminue, alors éventuellement, bien l'énergie magnétique ne sera plus négligeable. Il faudra tenir compte de l'aspect magnétique dans le condensateur, par du fait que effectivement, hors RQS, vous devez bien tenir compte de ce terme. Voilà. Donc l'intérêt, bon, on l'a quand même gardé au départ pour pouvoir faire tous les calculs et quantifier l'approximation. Mais c'est cohérent avec ce qu'on avait dit sur la RQS. Un tout petit complément que je peux faire, deux petits compléments que je vais faire. Alors vous auriez pu dire qu'on n'a pas calculé exactement la vraie énergie magnétique. Oui, parce qu'en toute rigueur, en dehors du condensateur, il reste un peu de champ magnétique pour la raison suivante, c'est que si on appliquait la formule en dehors du condensateur, ben en fait ici on aurait un pi à carré, et ici on aurait un terme en 1 sur R, d'accord? Et donc concrètement, pour le champ magnétique, on aurait un terme, le champ magnétique n'est pas rigoureusement nul en dehors, il va décroître en 1 sur R, mais il n'est pas rigoureusement nul en dehors le champ magnétique. Donc ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait éventuellement évaluer l'énergie magnétique qui sera en dehors, mais bon, en général, bon, il y a d'autres phénomènes qui font que de toute façon la situation se place en général au voisinage du condensateur, et on s'intéresse essentiellement à la quantité d'énergie dans le condensateur, et donc l'aspect magnétique est tout à fait négligeable. Donc c'est pour ça qu'en général on compare l'énergie magnétique et l'énergie électrique dans le même domaine. Enfin, pour terminer, donc juste pour bien rappeler quand même un dernier point, c'est que attention quand même que si je reviens au théorème d'Ampère, c'est vrai que quand on fait le théorème d'Ampère, vu qu'on commence à le faire en magnétostatique, le théorème d'Ampère est souvent présenté, bon je ne redétaille pas tout, mais est souvent présenté sous la forme intégrale de, voilà, sous cette forme-là, les ions lacés, bon, avec la notation du cours, je ne redétaille pas tout, mais en toute rigueur, ça c'est la version du théorème d'Ampère jusqu'à la RQS, qui est valable en RQS ou en permanent. Voilà. Éventuellement, si vous veniez à aller au-delà de la RQS, c'est-à-dire que si éventuellement dans le cas général, attention que dans le cas général, vu qu'on partirait de rotationnel de B égale mu 0J plus epsilon 0 d rang E sur d rang T, dans le cas général, le théorème, si on passe par le théorème de Stokes, l'intégrale des B scalaire dl, ça serait donc mu 0 l'intégrale d'Ohm, d'accord, des J ds, donc ça c'est le premier terme, mais il faudrait penser à rajouter l'intégrale d'Ohm de epsilon 0 d rang E sur d rang T, scalaire ds, bien sûr, à chaque fois sur la surface sigma qui s'appuie sur le contour C, orienté conforme, etc., etc. Et ça c'est bien le ion lacé, d'accord. Mais attention que si vous êtes hors RQS, il faut rajouter ce terme-là. Donc la portée du théorème d'Ampère, d'accord, c'est la RQS. Le théorème d'Ampère sous sa forme, enfin, le théorème d'Ampère général est valable tout le temps, mais le théorème d'Ampère sous sa forme, souvent qu'on l'utilise, d'accord, dans les calculs de magnétostatique ou des RQS,
n'est valable qu'à la limite de la RQS. Dans le cas général, par exemple de phénomène ondulatoire, il faudrait tenir compte de ce terme-là. Voilà, pour cet exercice qui avait, je rappelle, pour objectif d'obtenir ce résultat-ci, ici. J'insiste sur le fait que, vous voyez, si vous faites attention dans les exercices à essayer de faire apparaître des bonnes grandeurs, de faire attention aux dimensions, de faire sortir les grandeurs importantes, la longueur par rapport à la longueur d'onde, on peut en général assez facilement vérifier qu'il n'y a pas d'erreur d'homogénéité manifeste. Voilà d'un petit coefficient numérique qui peut toujours être faux, bien sûr. Voilà, je vous remercie.